weren't writing enough of the stories that I wanted to read. This is back in the 50s. I'd started out on the pulps because it was the only thing in the house when I had a case of bronchitis. And it was Edmund Hamilton's Star Kings. And it freaked me out. I forgot all about the bronchitis and the cough and feeling miserable. And here I was in a vast new world. So I started picking up the pulps whenever they came out. And they did not have as many going at that time. There were very few. Amazing, Fantastic, Galaxy, and Astounding were the four big ones. And they came out once a month. That wasn't enough. So I started... Dans les épisodes précédents, le droïde, après s'être réveillé, doit courir après plusieurs prophéties. Il finit par tomber sur Nyarlathotep, mais le fuit. En ce faisant, il rencontre l'esprit de Tanalorn, qui lui fait rencontrer John. Le droïde se retrouve aux prises avec une intelligence artificielle. Les vieux marins ne meurent pas. Ils s'estompent dans les lointains. Ah, voilà. Bonjour à toi. Ton intégration dans la matrice s'est bien passée. Je tiens à m'excuser pour le changement de tenue. Ah ouais, c'est pas mal ici. Sais-tu pourquoi tu es ici? Ah, je suppose que tu veux faire comme John. Tu veux pas que je fasse revenir Jalvan? Considère-toi comme mon invité spécial. Oui, bon, autant dire en tant que prisonnier. Hein. De suite les grands mots. N'empêche, avoir de la science ici, ça me rappelle une autrice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas un peu particulier dans la fantasy, car nous allons y ajouter de la science. Anne McCaffrey est née le 1er avril 1926 à Cambridge, dans le Massachusetts, et elle est morte le 21 novembre 2011 à l'âge de 85 ans dans sa maison en Irlande nommée Dragon Hall Underhill. Elle est considérée comme une autrice de science-fiction, mais c'est en partie elle qui posa les bases de la science-fantasy en littérature moderne, et cela bien des années après le cycle de Mars de Burroughs. Écrire fait tellement partie de ma vie que je suis vraiment très ennuyée de ne plus pouvoir le faire autant qu'avant. Mais rendez-vous compte, j'ai déjà créé 9 séries, je fais ce que je peux. Je suis une retraitée de 78 ans qui vit en Irlande, entourée de toutes ces bonnes choses. Il y a les bons jours et les mauvais, mais je ne suis plus cette jeune idiote pleine d'énergie inconsciente du prix de l'écriture. Et ce prix est élevé. Avant de se pencher sur le sujet, il faut parler des 2 histoires courtes de Anne McCaffrey qui va nous permettre de mieux cerner le personnage et sa saga mythique. La toute première histoire se nomme Freedom of the Race, parlant de femmes humaines tombant enceintes d'extraterrestres. Elle a été écrite alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. Elle gagna 100 € en décrochant un prix dans Science Fiction Plus, dont je ne m'attarderai pas dessus parce que le dit magazine n'a publié que 7 numéros avant de s'arrêter en 1953. Il faut dire que dans les années 1950, beaucoup de magazines de pulp se sont créés et ont coulé derrière. Beaucoup n'ont jamais eu vraiment la notoriété d'un Weird Tales par exemple. Mais il faut dire que dans ces années-là, le comics était très bien implanté avant qu'arrive le Comics Code Authority. Donc est-ce qu'on peut dire que le changement de média a coulé ce genre de magazine? Oui et non. Changement d'époque, changement de cadre. J'aurais pas dit mieux. La seconde histoire se nomme The Lady in the Tower, un récit très orienté science-fiction avec une société évoluée pratiquant la télékinésie et j'en passe, mais qui contient aussi une touche de fantaisie. D'ailleurs, ce récit va servir de base bien des années plus tard pour The Rowan. Anne McCaffrey fait surtout de la science-fiction, c'est indéniable. Mais néanmoins, comme elle le dit elle-même, beaucoup sont devenus dingues quand je leur dis que mes dragons sont créés sur des bases scientifiques. Quoi d'autre pourriez-vous appeler une forme de vie génétiquement engendrée? Mais je dois dire que je les ai pas loupés quand ils m'ont appelé une auteure de fantasy. Je n'ai rien contre la fantasy et plusieurs de mes romans font définitivement partie de ce genre. Mais dans beaucoup de ses œuvres, on y retrouvera des codes issus de la fantasy pour donner les bases de la science fantasy dite moderne. Oublions un peu la timeline et parlons d'une trilogie en dehors du monde de Pern. Il faudrait parler de la saga de la transe du cristal. C'est de la science-fiction pure et dure. Cela recoupe même avec une autre saga, celle des partenaires avec ses vaisseaux. Et pourtant, quand on se penche sur l'univers en lui-même et sur la manière d'écrire ces histoires, parfois nous ne serions pas surpris d'apercevoir comme une réminiscence d'un univers de fantasy en arrière-planche, tout proche de se mettre au premier plan, un peu comme dans le second tome nommé Roman qui la Chandra, où malgré la technologie omniprésente, nous nous retrouvons sur une planète qui a des relents de fantasy avec ses intrigues politiques. Et c'est là, enfin, que Pern rentre en ligne de compte. Pourquoi continues-tu? Je sais tout cela, je sais d'avance ce que tu vas dire. Comment cela?
Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué ma voix. Tu es une IA. Tu peux prendre la voix que tu veux. Ok, là tu marques un point. Tiens, j'ai uploadé des dragons. Pas mal, pas mal. Mais pas de bol, c'est pas la vision des dragons de Anne McCaffrey. Voici le plus gros pavé connu d'Anne McCaffrey, ce qui lui a valu gloire, reconnaissance et surtout son nom gravé au panthéon de la science fantasy, ou de la science-fiction, ou de la fantasy. Enfin, vous avez compris, c'est particulier. Pern est une saga se déroulant sur la planète éponyme où vivent des humains qui se sont adaptés au mode de vie de la planète. Toute la genèse de Pern tient de la science-fiction. Nous parlons d'une communauté d'origine terrienne qui a colonisé la planète Pern, mais qui a finalement tout oublié de la technologie qui lui a permis d'arriver là. De ce postulat, ces colons ont fini par développer leur propre civilisation qui est proche du Moyen-Âge. Ajoutons à tout cela qu'ils vivent en osmose avec des dragons, qui sont les gardiens de la planète. Leur but, une fois imprégnés d'un humain après une cérémonie, c'est de protéger Pern et ses habitants de ce qu'ils appellent les fils. D'étranges corps venus de l'espace qui brûlent tout sur leur passage. Toute la vie sur Pern est de type féodal. On parle de chevaliers dragons, et donc de dragons, mais aussi de forts où s'articule toute la défense de Pern contre les fils. D'une société où la révolution industrielle n'a pas eu lieu et qui vit dans une société plutôt agricole. La technologie y est la plus grande absente. On parle même de guildes d'artisans comme la guilde des harpistes, compilant et transmettant le savoir, servant parfois d'arbitre, de chroniqueur et de conseiller auprès des seigneurs des forts. À partir de tous ces postulats, osez me dire qu'il n'y a pas de fantaisie dans tout ce que je viens de dire. Tu sais que ton argumentation laisse un peu à désirer? Cette question était purement rhétorique, merci de pas rebondir dessus. J'avoue que cet argumentaire que la fantaisie ne donne aucune définition à la dent dure. Comme si la magie dispensait d'explications. La balade de Pern est une saga où la fantasy se mêle dans la science-fiction, brouillant les pistes et les genres, mais comme je l'ai dit auparavant, nous savons que derrière la façade de la fantasy se trouve l'origine de tout cela avec de la science-fiction, que nous avons une explication scientifique, dirons-nous, de tout cela. Ce qui change de la fantasy avec son fameux « ta gueule, c'est magique ». Non, mais comme si la magie pouvait remplacer la science à tous les niveaux aussi. Ok, on va jouer un petit jeu, toi et moi. Comment peux-tu me dire comment cette matrice dans laquelle je suis fonctionne dans un monde de fantasy? Alors en fait ce sont des cristaux réduliens couplés à une centrale nucléaire qui permettent la synthétisation des âmes, le tout passant par un vortex quantique et non magique qui permettent alors de découvrir les 8 voies de la magie, menant alors à un paradigme complet à... D'accord, j'ai compris. Tu trouves pas ça un peu compliqué pour de la fantasy? Donc je devrais dire que ta gueule c'est magique? J'irai pas jusque là, mais parfois dans la fantasy, un juste milieu serait un bon compromis. Les dragons sont devenus des dragons par manipulation génétique des premiers colons, qui eux-mêmes ont été plus ou moins oubliés par la suite, donnant cette société féodale. Tout pousse pour avoir ce cadre médiéval en faisant oublier l'origine via la SF. Cette saga, regroupant le chiffre astronomique de 25 livres, a su toucher moult générations, et je ne parlerai pas ici de la liste de prix littéraires engrangés. D'ailleurs, elle est devenue la première femme à avoir gagné des prix Nebula et Hugo, sans compter que Le Dragon Blanc est une des premières nouvelles de science-fiction à apparaître dans la liste des best-sellers du New York Times. Le fait d'utiliser des dragons à tout bout de champ fera que McCaffrey sera renommée la Dame aux Dragons. Dame aux Dragons est apparue dans le comic Terry and the Pirates il y a quelques années. Mais étant une auteure sur les dragons, ce n'était pas dur de me l'appliquer. McCaffrey a su traverser les âges grâce entre autres à son travail prolifique quasi constant sur l'univers de Pern. Travail qui dura des années 1960 pour les premiers récits jusqu'aux années 2000. Mais néanmoins, Pern ne fut pas la seule chose que créa Anne McCaffrey. Je parlerai là d'Acorna, créé spécialement pour un public adolescent, qui suscita la compréhension de certaines personnes. J'ai reçu une lettre d'une fan en colère. Elle me disait « Quelle arnaque êtes-vous en train de monter, vous et votre éditeur, avec toute cette série Acorna ?» Je venais pourtant de recevoir un autre courrier m'informant d'une réimpression de 5000 exemplaires. J'ai compris le problème. Cette femme avait une quarantaine d'années et Acorna est un livre pour adolescents. Je lui ai expliqué. Les romans jeunesse sont si populaires aujourd'hui grâce à J.K. Rowling et la série des Harry Potter que j'ai vraiment apprécié. Elle a attiré tous ces nouveaux lecteurs qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient être intéressés. Ma propre série Harper Hall a vu ses ventes augmenter. Le marché des young adults se porte très bien, merci. Bon, j'aurais tendance à tirer un peu à boulet rouge sur Acorna, c'est vrai. Je ne suis pas particulièrement le cœur de cible de cette saga, mais au risque de me rappeler, viser un âge particulier ne me dérange pas plus que ça. Sauf que malheureusement, dans la majorité des cas, dans ce que l'on appelle le young adult, ça revient systématiquement à mettre les mêmes soucis et trames narratives en guise de scénario pour prendre des ados pour des buses et ainsi les faire acheter. Toutefois, comme l'a si bien fait remarquer notre chère dame au dragon, Harry Potter a permis aussi de remettre au goût du jour certains récits dans tous les genres possibles.
Il va être temps de parler d'une chose importante. J'ai déjà expliqué pourquoi McCaffrey peut se classer dans la science fantasy. Mais ce que l'on classe dans la science fantasy est en réalité beaucoup plus vaste. Et pour cela, je n'ai besoin que de 2 sons pour vous faire comprendre ce qui peut englober la science fantasy. Attendez, je vais vous les remettre. Le bot interdit toute utilisation prolongée pendant plus de 3 secondes, cela risque de surcharger la matrice. Comme quoi, malgré les dimensions, certaines choses ne changent jamais. Néanmoins, la science fantasy, ça a toujours été un terme un peu plus fourre-tout, la SF utilisant quelques codes esthétiques de la fantasy, allant des histoires de fantasy se déroulant dans l'espace. La science fantasy, c'est un peu de ça, c'est un hybride qui peut avoir de multiples visages. Sinon, pourquoi croyez-vous que certains considèrent Star Trek comme de la science fantasy, alors que par moments, nous sommes plus proches de la hard science qu'autre chose? Je vais citer ici ensuite l'encyclopédie de la science-fiction, dont la dernière édition, disponible gratuitement sur le net, place la grande période de la science fantasy entre 1950 et 1960. Bon, comme vous le savez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette dénomination, parce qu'après tout, Star Wars est de la science fantasy, quoi qu'on en dise. C'est un cadre de science-fiction qui utilise beaucoup de codes de la fantasy pour une trame narrative pour le fond. Après tout, la force n'est plus ou moins que de la magie déguisée. Et non, la théorie des midi-chloriens n'existe pas. Bon, évidemment, je ne pouvais pas partir sans parler que Anne McCaffrey n'était pas seule dans la science fantasy. Évidemment, il y avait Edgar Rice Burroughs, mais je peux aussi parler de Jack Vance avec son cycle de Dying Earth qui commença bien avant la balade de Pern, même si actuellement je parlerai plus facilement de McCaffrey que de Jack Vance, c'est que le mélange des codes de la fantasy avec celui de la science-fiction, il retrouve des Roland des chevaleries d'antan, donnant un côté poétique à son univers, contrastant énormément avec le côté apocalyptique de Vance. Nous avons tous le droit de rêver un peu. Néanmoins, je suis assez surpris que beaucoup de gens citent la balade de Pern, mais je me demande vraiment combien de gens l'ont lu. Car après tout, c'est une saga qui est très longue, encore plus longue que la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin que beaucoup de gens encensent à l'heure actuelle. Je vous rassure, j'y reviendrai un jour. Mais néanmoins, il est quand même intéressant à noter que, comme le Trône de Fer, cette saga finit par avoir plusieurs pages d'introduction de tous les personnages existants dans la saga, comme le Trône de Fer à l'heure actuelle. Quand on vante la complexité narrative du Trône de Fer, il ne faudrait pas oublier aussi que Anne McCaffrey et aussi bon nombre de licences à l'heure actuelle sont capables de le faire. Et que souvent les amateurs de fantasy peuvent avoir la mémoire courte. Très bien, mais tu comprends que je ne peux pas te laisser partir comme ça. Bon, j'aurais essayé de noyer le poisson. En attendant, tu m'as toujours pas dit ce que tu es, ou du moins qui tu es. Je suis un avatar de toutes les précédentes incarnations qui sont mortes. Je suis un amalgame de connaissances liées par la magie dans un complexe technologique. Ce serait compliqué de tout résumer, mais pour faire simple, je suis toi, je suis John, je suis Padré, je suis tous... Alerte, alerte, tentative de hacking de l'extérieur, application de l'antivirus en cours. Ah, bah tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, lui, je l'aurais presque oublié. Et c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de soutenir cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'émission partout sur les réseaux sociaux. Je compte vraiment sur vous, c'est très important. Un grand merci aux tipeurs dont le nom apparaît à l'écran. Un énorme merci à Camille de la chaîne Osmosis qui a permis les voix off de cette émission. N'hésitez pas à faire vos retours sur les sagas de Anne McCaffrey si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, ayez toujours un beau livre de fantasy à portée de main et rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs.